Dans un contexte où les fake news et le créationnisme trouvent un écho tout particulier auprès des plus jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, il est essentiel que chacun, professionnels, parents, communauté éducative et jeunes, se retrouve pour échanger, travailler plus encore sur des axes concrets permettant de lutter contre la désinformation et ainsi mieux se saisir de cet enjeu majeur pour les générations actuelles et à venir. On comprend que les jeunes n'ont pas les armes pour pouvoir lutter contre la désinformation et les contre-vérités. Et sans surprise, c'est dans les rangs des utilisateurs compulsifs des réseaux sociaux de microblogging, anciennement Twitter, maintenant X et TikTok, que le taux de pénétration de ces fake news est le plus élevé, 81%. Et moi, le centre du débat, et c'est pour ça que cette thématique m'intéresse beaucoup, c'est de savoir effectivement, déjà nous, dans nos pratiques professionnelles, comment on peut avoir ce temps de recul nécessaire, comment on doit prendre ce temps de recul nécessaire, et ensuite comment passer ces informations, puisqu'on est tous éducateurs, quelles que soient nos missions et nos fonctions, comment faire passer ces informations à la fois à destination des élèves, d'un côté, des enfants, et aussi à un côté parentalité qui, à mon sens, doit être sans cesse revisité. Comment est-ce qu'on transforme une connaissance qui est produite dans un laboratoire scientifique, comment est-ce qu'elle vient à quelqu'un qui n'est pas professionnel? Donc dans un cas comme dans l'autre, en fait, moi, une des clés que je verrai, c'est d'ouvrir le capot pour savoir comment est-ce qu'on produit la connaissance et comment est-ce qu'ensuite on la diffuse. Il faut aussi qu'on s'intéresse à la manière dont ces connaissances sont diffusées. Et je pense que tous ici dans la salle, on a bien conscience qu'un résultat scientifique résumé en 240 caractères, on ne va pas l'appréhender de la même manière que 45 minutes d'interview sur France Culture ou qu'un article qui aura été publié dans Le Monde. Le lien à faire avec l'éducation aux médias, c'est qu'il faut toujours savoir qui parle. Moi, je ne vais pas vous parler de physique. Si je vous parle de science, je vais vous parler d'écologie. Et donc, ce qu'on va essayer de faire dans cet atelier, c'est ça, de repérer ce que l'on appelle des arguments fallacieux. Vous avez les plusieurs phrases. Et à chaque fois, vous devez faire le choix d'un des 8 arguments. Donc vous avez un menu déroulant pour choisir lequel correspond. Alors, sur la première phrase, ce qu'elle dit est du grand n'importe quoi. Elle n'a que 15 ans. Comment une si jeune personne peut avoir de bons arguments? Donc vous étiez 8 à voter pour ad hominem. Et effectivement, on attaque vraiment la personne. Pas du tout ce qu'elle dit, mais la personne en tant que telle. On commencera par faire ce qu'elle a dit une fois, puis deux, puis tout le monde s'y mettra, ça en deviendra ingérable, il faut à tout prix éviter ça. C'est une pente glissante où on peut l'appeler aussi l'effet boule de neige. Les choses vont aller en s'amplifiant et du coup c'est pas acceptable non plus. Ouais. N'importe qui peut poster n'importe quoi comme information, donc toujours pareil. Alors l'addiction, ça va plutôt être les réseaux sociaux, les choses comme ça. Le temps passé, moi je dirais, donc le temps passé sur les médias numériques. Le dernier atelier qu'on a fait sur les arguments fallacieux, qui est extrêmement utilisé dans la vie de tous les jours, que ce soit en politique ou en débat professionnel ou même dans la vie privée. Et on en apprend pas mal, vraiment, c'est très enrichissant. Avec les élèves, d'accord. Et à la fin de l'heure, on a utilisé notre animation et du média, et on n'a plus les élèves devant seuls, mais on a une vidéo. Le numérique, c'est le futur. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord et pas d'accord? C'est oui, non. D'accord, pas d'accord. C'est important d'être capable d'expliquer ça, autrement dit, d'expliquer que la science, c'est pas une opinion, qu'un fait scientifique, c'est quelque chose qui a été construit avec des démarches scientifiques qui sont éprouvées, qui sont construites, qu'on peut expliquer, etc. Donc il faut aussi rappeler cette démarche-là. Et puis après, il faut expliquer, il faut illustrer, autrement dit, il faut aller vers le public et répéter sans cesse, enfin redonner les arguments. C'est aussi une partie de notre responsabilité, d'aller vers le public et de répondre aux questions et puis d'illustrer, d'expliquer notre démarche. La matinée, c'était vraiment passionnant pour les deux intervenants et spécifiquement l'intégration de la science et la recherche de documentaires et aussi l'IA. Si j'avais le temps de faire de l'enseignement individualisé avec chaque élève, si je passais 1 heure avec chaque élève, c'est ce que je ferais. Mais sauf que je n'ai pas le temps. Avec une classe de 30, je ne peux pas être derrière chaque élève. Et donc, finalement, l'algorithme ne fait que répercuter cette prise de décision et l'adapter. Et donc, là aussi, les algorithmes d'apprentissage par renforcement, aujourd'hui, nous permettent de faire des systèmes intelligents, au sens où ils reproduisent des fonctions cognitives de décision en fonction de l'erreur, qui peuvent être adaptées, ici en l'occurrence, pour l'enseignement.
Ce que j'ai trouvé précieux dans cette journée, c'est qu'elle permettait une rencontre entre les différents intervenants et aussi les bénéficiaires. J'ai croisé beaucoup de collègues AFTIC, quelques enseignants aussi. Et c'est rare en fait des moments où on peut se retrouver ensemble à réfléchir, à recevoir des informations, à en partager. Donc ça, j'ai apprécié. Vous avez plutôt choisi la ville sans voiture. Oui, graphique intéressant, parce que vous avez plein d'informations sur ce graphique. Vous avez la taille de l'armée française au départ, à l'aller. Vous avez la taille de l'armée française au retour. Donc on arrive un peu à la fin de la conférence. Je voulais terminer sur quelques postures éducatives un petit peu pratiques, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec les ados pour les aider à mieux s'informer? Et donc je vais vous proposer un peu 5 principes généraux qui étaient un peu issus de l'ensemble de ces réflexions et l'ensemble de ces interviews que j'ai pu mener dans le cadre de mon livre. Donc le premier, c'est l'importance de s'intéresser en tant qu'adulte aux pratiques informationnelles, aux pratiques numériques de manière générale des jeunes. Quand je dis intéressez-vous, ça veut dire considérez-les comme ayant une valeur, pas voilà, c'est vraiment j'essaie de comprendre a priori c'est quoi ce site sur lequel tu vas et c'est quoi ces informations et en fait essayer d'instaurer un dialogue. À notre échelle, c'est toujours intéressant de voir ce que les enseignants peuvent tirer de ce genre de journée et donc nous après de pouvoir aussi diffuser ces informations auprès de ceux qui n'auraient pas pu répondre présents sur cet événement et du coup aussi de voir les aspects scientifiques et liés au numérique pour aussi aborder le numérique en établissement scolaire d'une autre façon.